Pouvoir démarrer, il est 11h05. Merci à toutes et à tous pour votre présence pour ce webinaire qui est le deuxième de notre cycle sur la neutralité carbone du bâtiment. Lors du premier webinaire en avril, nous avions évoqué les leviers dont disposaient les utilisateurs à l'échelle de leur projet d'aménagement intérieur. Et pour ce deuxième webinaire, nous allons vous évoquer l'étude de cas d'un projet de construction sur lequel nous avons le plaisir d'accompagner Prologis et IDEC, donc deux partenaires de longue date, donc, concernant la construction d'un entrepôt logistique à Moissy. Alors, donc pour ce webinaire, voilà, nous aurons plusieurs intervenants. Donc moi-même, Moriba Bengali, donc directeur d'Astrans, Astrans étant le pôle immobilier responsable de la société Arpastrans. Et je vais laisser le soin aux autres personnes de se présenter. Bonjour, donc Franck Lama, je suis directeur R&D de la société IDEC. IDEC, nous sommes constructeurs de bâtiments clés en main, spécialisés dans le domaine de la logistique, des entrepôts frigorifiques, des bâtiments industriels et du tertiaire. Et en tant que directeur recherche et développement, je pilote l'ensemble des certifications environnementales de nos projets, et notamment la certification net zéro carbone du projet que l'on va voir par la suite. Bonjour à tous, Olivier Barge. Donc, je suis en charge du project management et de l'innovation pour Prologis sur l'Europe du Sud, la France, l'Espagne et l'Italie. Et donc, nous sommes une société internationale spécialisée dans l'immobilier logistique et nous proposons donc des solutions d'entrepôts plutôt au sein de parcs à nos clients. Et nous avons une forte appétence, on va dire, sur tout ce qui est autour de la RSE depuis des années. Et plus récemment, on a décidé d'aller un peu plus loin et de tester un peu nos capacités en direction de la réduction de notre empreinte carbone. Et d'où le projet que nous avons réalisé avec IDEC et Astrans. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Vitaly Kaplan. Moi, je suis chef de projet chez ARP Astrans, donc sur l'accompagnement des projets de construction et de rénovation de bâtiments sur toutes les thématiques environnementales, notamment à travers un centre de certification. Et je travaille tout particulièrement sur les sujets qui sont liés donc, au carbone, au bas carbone, à l'échelle du bâtiment, du quartier et de l'entreprise. Très bien. Merci. Alors, je vais prendre 2 minutes pour vous présenter la société Arpastrans. Donc, pour le bon déroulement du webinaire, vos micros sont coupés et je vous informe aussi que la séance est enregistrée. Et si vous avez des questions au cours de la présentation, n'hésitez pas à les poser au travers du module questions-réponses, donc de Zoom, et nous prendrons le temps d'y répondre à la fin de la présentation sur le temps dédié. Donc, Arpastrans, nous sommes une société de conseil et d'ingénierie donc, sur le secteur de l'immobilier. Nous existons depuis 1992 et aujourd'hui, la société regroupe 90 collaborateurs organisés autour de quatre pôles d'activité. Donc, un premier qui est autour des métiers de conseil et d'innovation, notamment la programmation, la conduite d'opérations et aussi tout ce qui est en lien avec le digital et le numérique dans l'immobilier. Un deuxième métier qui est arrivé historiquement dans le prolongement naturel du premier, qui est celui de l'aménagement des espaces de travail, au sein duquel nous avons une équipe d'architectes d'intérieur et de designers, donc qui accompagnent les utilisateurs dans leurs projets d'aménagement intérieur. Un troisième métier qui est autour de la biodiversité et de la biophilie, où nous avons des naturalistes et des écologues qui intègrent le vivant dans l'acte de construire, que ce soit à l'échelle de projets de bâtiments ou de projets de quartier et à l'échelle du territoire également. Et enfin, le pôle immobilier responsable, donc, qui porte le nom Astrans, que je dirige et qui accompagne les acteurs de l'immobilier, qu'ils soient utilisateurs, promoteurs, investisseurs ou constructeurs, voilà, dans toutes les démarches environnementales en lien avec l'objet immobilier.
Donc, nous avons une équipe, je l'ai dit, de 90 collaborateurs aux compétences très diverses et complémentaires, donc des architectes d'intérieur, des designers, des ingénieurs, des spécialistes du bâtiment durable, de l'énergie, de la performance énergétique. Et nous travaillons beaucoup autour des certifications et des écosystèmes qui y sont liés, donc les certifications HQE, BREEAM, WELL, LEED, donc pour les plus répandus et les plus généralistes, mais aussi les plus spécialisés, notamment en bâtiment numérique, type R2S, en confort santé bien-être, type WELL, Osmose, et les labels énergétiques qui y sont liés également. L'ensemble de ces compétences nous permettent d'accompagner les porteurs de projets sur toute la chaîne de valeur de leur opération immobilière. Je vais passer à la suivante. Merci. Sur l'immobilier responsable en particulier, nous travaillons autour de trois axes. Donc, un premier qui est celui du Conseil d'innovation durable, donc plutôt destiné aux organisations que nous accompagnons dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie RSE ou développement durable. Une deuxième ligne de métier qui nous positionne au cœur des projets, soit en tant qu'AMO, soit en tant que bureau d'études environnement, donc au sein des équipes de maîtrise d'œuvre, à l'échelle de projets de construction, rénovation ou d'aménagement de quartier, sur des opérations qui s'appuient sur des certifications ou pas. Et enfin, nous intervenons aussi en termes d'ingénierie de la performance, donc pour pouvoir permettre d'objectiver ces éléments-là, donc au travers de simulations, que ce soit des simulations thermiques, aéroliques, énergétiques et tout ce qui tourne autour du carbone également. Voilà. Donc pour terminer sur la société, Harpastrans est une société certifiée B Corp, la certification B Corp ayant vocation à mettre en avant le fait qu'une société a bien évidemment une vocation financière, économique, mais pas que, a aussi une vocation à contribuer à la transition environnementale et à l'intégration des enjeux RSE à l'échelle de la société. Donc, sur ce cycle de webinaire que nous avons entamé le 13 avril, donc nous en sommes au deuxième webinaire, donc, sur la neutralité carbone en construction. Donc, notre partie prise était de vous présenter une étude de cas avec une présentation de la certification sur laquelle ce projet s'appuie, donc la certification zéro carbone que Vitaly va vous présenter. Ensuite, nous aurons le plaisir d'avoir Olivier Barge et puis Franck Lamas qui nous donneront leur point de vue sur l'intégration de cette certification, la mise en œuvre de cet objectif de neutralité carbone et voilà, les leviers sur lesquels ils ont dû s'appuyer pour y arriver. Voilà. Donc pour démarrer, je vais laisser la parole à Vitaly qui va vous présenter les enjeux de la neutralité carbone dans l'immobilier, les objectifs et les outils en lien avec cet enjeu. Merci beaucoup. Donc effectivement, dans cette première partie, l'idée, c'est de pouvoir remettre un peu de contexte et d'enjeux autour de la thématique de la neutralité carbone. Quels sont les objectifs et qu'est-ce qu'on attend et de quoi avons-nous besoin aujourd'hui dans cette thématique-là. J'essaierai de faire assez court pour ensuite pouvoir plonger un peu dans le cœur du sujet qui est vraiment cette certification et les solutions qu'on a pu mettre en place sur le projet d'entrepôt logistique dont on vous a parlé. Au niveau un peu du contexte et du enjeu au niveau global, malgré la mise en place de plus en plus fréquente de politiques qui visent à les réduire, les émissions mondiales de gaz à effet de serre dues aux activités humaines augmentent largement depuis 1980 et continuent à le faire pour plusieurs raisons, la croissance économique, la croissance démographique, l'utilisation encore massive de combustibles fossiles expliquent tout cela. Le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a donc été créé en 1988 pour fournir une évaluation un peu détaillée de l'état des connaissances scientifiques à ce niveau-là, à la fois sur l'histoire et sur les trajectoires possibles pour les années à venir. Et donc, dans leur dernier rapport, ils ont publié en pratique ce graphique que je pense que tout le monde connaît, avec l'historique des émissions de gaz à effet de serre jusqu'en 2015 et les différentes trajectoires de la plus optimiste à la moins optimiste jusqu'en 2100, sachant qu'en termes de trajectoire,
On peut considérer aujourd'hui que tout ce qui va jusqu'à 2030 est certain, de par l'inertie du système Terre. Et ensuite, tout va dépendre des éléments de réduction que les différentes activités, entreprises et États vont être capables de mettre en œuvre. Les scénarios qui sont affichés ici montrent un impact sur la température mondiale moyenne qui pourra aller jusqu'à plus 4 degrés en 2100. Pour éviter cela, le GIEC a donc constitué ce qu'on appelle des budgets carbone, c'est-à-dire une quantité totale d'émissions de gaz à effet de serre qu'il est possible d'émettre encore dans l'atmosphère pour rester sous la barre des 2 degrés à gauche et des 1,5 degrés à droite. Une lecture un peu simple de ce graphique, c'est de dire que si on continue au même rythme qu'aujourd'hui, le budget carbone, donc les émissions carbone restantes qui permettraient de limiter la hausse des températures à 2 degrés, il sera épuisé en 2050. Et si on voulait un 1,5 degré, la hausse à 1,5 degré, ça serait épuisé en 2030. En 2030, c'est dans 9 ans. 9 ans, c'est la durée d'un bail. Et donc, c'est ce qui explique quand même l'urgence à ce niveau-là et la nécessité d'enclencher tous les leviers à notre disposition pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. En France, donc, ces rapports et ces budgets carbone ont donné lieu donc, à la SNBC, à la Stratégie nationale bas carbone, et donc une feuille de route vers une économie décarbonée sur l'ensemble des secteurs d'activité jusqu'en 2050, avec des budgets carbone au niveau national à ne pas dépasser sur des périodes de 5 ans, et donc l'ambition qui est vraiment la neutralité carbone en 2050, avec un objectif intermédiaire à moins 49% en 2030 par rapport à 2015. La neutralité carbone, donc comme affiché sur cette slide, c'est le fait de séquestrer autant de carbone que l'on en émet, de manière à stabiliser le niveau de concentration dans l'atmosphère. Et donc, pour atteindre cet objectif de neutralité, ça implique bien évidemment et en premier lieu de réduire drastiquement toutes les émissions et dans un second temps, si besoin, d'augmenter les puits permettant tout ce qui est séquestration du carbone. Mais la stratégie est importante, l'ordre de la stratégie est importante et on insiste beaucoup là-dessus, éviter, réduire et dans un second temps compenser. Sur l'aspect neutralité carbone, l'avis un peu général sur le sujet, c'est qu'on ne peut parler de neutralité carbone qu'à l'échelle du monde, ou à la limite à l'échelle d'un État, mais qu'on ne peut pas dire d'un projet ou d'une entreprise qu'elle est neutre en carbone, mais qu'elle participe à l'objectif mondial de neutralité carbone. Alors, ce qui n'empêche pas, bien sûr, d'avoir des projets qui souhaitent s'en rapprocher, et tout projet ou toute entreprise qui vise une forme de neutralité carbone locale participe par essence à l'effort collectif pour la neutralité carbone mondiale. Et il y a une notion de vocabulaire qui est importante ici. Par rapport, pour revenir à la SNBC, pour comprendre un peu l'ampleur de l'enjeu carbone qui est associé au secteur de l'immobilier en France, il y a un peu un jeu de puzzle qui est nécessaire. On considère que par rapport à l'ensemble des émissions territoriales en France, en l'occurrence en 2018, le bâtiment pour ses émissions directes, c'est 19% de la part des émissions en France. Donc ça, c'est les émissions directes liées aux consommations d'énergie, par exemple le gaz, le fuel qui est sur place, la fluide frigorigène, etc. Mais en fait, si on y ajoute ce qu'on appelle le scope 2, donc toutes les émissions indirectes liées à la production d'énergie qui ne se passe sur place, donc l'électricité principalement, mais aussi la chaleur et le froid par des réseaux de chaleur urbains. Et si on y ajoute le scope 3, donc tout ce qui est industrie pour les émissions indirectes qui sont liées à la fabrication des matériaux, des équipements qui sont mis en œuvre dans les constructions et les rénovations, en fait, c'est plutôt 30% des émissions annuelles nationales. Donc, le secteur de l'immobilier du bâtiment représente 30% des émissions annuelles nationales. Et c'est pour ça que c'est un levier extrêmement important dans l'espoir de diminuer les émissions de gaz à effet de serre correspondantes. Ce graphique-là montre, alors il y a les émissions historiques en jaune, les quotas, les budgets carbone en vert qui ont été rehaussés. Ça, c'est la première version, ils ont été rehaussés par rapport à la réalité. Mais ce qui est très important, c'est de voir la pente qui est nécessaire pour orienter le secteur vers un usage plus décarboné. Et surtout, quasiment le même graphique, mais qui est montré un peu différemment et qui est issu de la SNBC directement, montre que 90% du travail est axé sur la réduction, puisqu'on voit que la compensation qui est montrée en vert dans la partie négative de l'axe ordonné de ce graphique, en fait, bon, ça va être des efforts importants, mais ça représente en termes de quantité de CO2 équivalent une part minime. Et vu qu'on est à peu près ici aujourd'hui et qu'on souhaite aller là, et parallèlement développer ça de compensation carbone, on comprend que la réduction est vraiment le levier clé, d'autant plus que la réduction est immédiate, là où la compensation, elle, est différée dans le temps.
et que si on plante un arbre aujourd'hui, on aura les bénéfices dans 30 ou 50 ans. Si on installe une nouvelle installation d'énergie renouvelable, décarbonée aujourd'hui, eh bien, les bénéfices ils sont progressifs sur l'ensemble de la durée de vie de l'installation, alors que les réductions, tout ce qu'on n'aime pas aujourd'hui, c'est une réduction qui est immédiate. Par ailleurs, dans ce contexte, pour continuer un peu sur le contexte, il y a beaucoup d'incitations fortes qui sont pressenties. Alors, est déjà obligatoire l'obligation de bilan carbone réglementaire pour les entreprises de plus de 500 équivalents temps plein. Mais on pressent un élargissement du périmètre du bilan carbone à une partie du scope 3, au moins une partie du scope 3, et surtout une augmentation des contrôles par rapport aux plans d'action qui sont mis en place et aux exigences de résultats qui en découlent. On a un article de la loi de la transition énergétique de 2015 avec l'obligation de transparence sur les modalités de prise en compte des critères ESG, donc environnementaux, sociétaux, gouvernance, pour les investisseurs institutionnels et les sociétés de gestion de portefeuille. Et puis derrière, il y a beaucoup d'incitations, sont pressenties déjà par rapport à la RE 2020, tous les seuils qui vont en découler, qui vont être des objectifs de performance qui seront à respecter, mais aussi des éléments qui sont plus économiques, donc taxe carbone, quota d'émission, et puis de manière générale, le hausse du prix de la tonne de CO2 sur le marché des quotas européens, qui pourra avoir des influences directes sur le prix de l'énergie. Par ailleurs, le fait que le prix des énergies fossiles va probablement avoir tendance à augmenter en raison de leur raréfaction et de la hausse des taxes. Et donc, une entreprise qui va être très vulnérable à cette volatilité aura une vulnérabilité économique par rapport à ça. La hausse de la taxe carbone en France et puis le risque de perte d'investisseurs potentiels si on n'a pas une stratégie carbone adaptée. Ça, c'est un peu les leviers qui nous paraissent importants de souligner pour montrer qu'aujourd'hui, il n'y a plus de choix. Le fait de s'orienter vers une stratégie bas carbone à l'échelle de ses bâtiments, à l'échelle de son entreprise, c'est une nécessité sur tous les niveaux. En termes de levier par rapport à ce secteur de l'immobilier et du bâtiment, vous avez déjà présenté cet élément lors de notre dernier webinaire. Et effectivement, ce webinaire s'inscrit dans un cycle de 3 webinaires qui a la vocation à adresser la question globale, certes le bâtiment, mais aussi ses acteurs, etc. Donc aujourd'hui, le focus est sur les éléments verts, donc tout ce qui est construction, les matériaux et principalement les consommations d'énergie en phase d'exploitation. Il y a aussi tout le levier sur l'aménagement intérieur dont on a déjà parlé le mois dernier. Et il y aura la partie en bas à gauche sur l'utilisation du bâtiment par ses preneurs, l'insertion dans le territoire, parce que l'immobilier, ce n'est pas juste le bâtiment, c'est aussi l'énergie, la mobilité induite, l'aménagement des quartiers, les infrastructures communes à l'échelle du quartier, le besoin de services supplémentaires. Et donc, on a besoin de tous ces leviers et on se fera plaisir de vous présenter la suite de cette réflexion au mois de septembre, comme l'a dit Noriba tout à l'heure. Pour plonger donc vraiment dans les cases qui étaient en vert et dans le secteur du bâtiment, ce qu'on vous présente ici, ce sont des graphiques qui sont issus du référentiel BBCA, elle-même issue d'études au niveau du HQE, qui montrent la répartition des émissions de gaz à effet de serre sur un cycle de vie au niveau des bâtiments de bureaux sur le graphique de gauche et au niveau des bâtiments résidentiels collectifs sur les graphiques de droite. Donc, ce qui saute aux yeux, c'est qu'il y a des postes clés. Le poste bleu clair, c'est toutes les consommations d'énergie en phase d'exploitation qui représentent en moyenne 30% des émissions de CO2 sur la durée de vie d'un bâtiment de bureau et 50% sur du résidentiel collectif. Les autres leviers importants, c'est ceux qui sont en gris, qui correspondent aux grosses œuvres, fondations, infrastructures, superstructures et maçonnerie, et de manière plus générale, ce qui concerne l'enveloppe aussi, avec le lot façade qui est en vert, et puis dans une moindre mesure, mais importante aussi, tous les lots techniques, donc de chauffage, de ventilation, de climatisation, des enfumages, plomberie, courant fort, etc. Donc, agir sur tous les leviers, c'est essentiel. On en cible quand même 2 principaux qui sont la partie gros œuvre, enveloppe, d'une part sur les matériaux, et la partie consommation d'énergie, d'autre part, en phase d'exploitation. Et pour cela, donc, il y a des outils qui existent déjà, BPOS, l'expérimentation en plus c'est moins, le label BBCA, et puis bien sûr le Zero Carbon Certification qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui ont chacune leur particularité, mais qui ont toutes des seuils d'émissions de CO2 à respecter. Avec le zéro carbone, une des particularités qu'on fait dès maintenant, même si on reviendra après avoir présenté en détail le zéro carbone, les comparaisons avec les complémentarités avec les autres référentiels. Mais on peut déjà dire que le zéro carbone donc, a non seulement une obligation de réduction comme les autres, mais également un objectif de neutralité qui implique une forme de compensation. Et sur l'aspect énergétique, n'a pas forcément les mêmes raisonnements puisqu'il travaille sur une SED, donc on est au plus proche de la modélisation réelle, avec contrairement aux autres référentiels qui se basent sur le calcul RT avec donc, des scénarios conventionnels pour l'occupation, pour l'usage et des valeurs forfaitaires pour tous les aspects énergétiques qui ne sont pas inclus dans la RT. Là-dessus, on a aussi
Une des autres conclusions, c'est que la certification zéro carbone s'applique à un spectre plus large de bâtiments, y compris entre autres les entrepôts logistiques qui ne sont pas soumis aux calculs par rapport à ça. Et puis aussi aux éléments d'aménagement intérieur, comme on l'a vu dans le dernier. Donc voilà un peu pour l'aspect contexte, neutralité carbone, et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la certification zéro carbone aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'elle nous paraît pertinente. Et pour prolonger un peu ce discours, je vais maintenant donc vous présenter cette certification dans le détail et sa complémentarité avec les autres certifications qui existent aujourd'hui. Donc la certification zéro carbone, c'est un programme de l'ILFI, qui est l'International Living Future Institute, qui est un institut qui se veut être un réseau international dédié à rendre le futur plus juste socialement, plus riche culturellement, écologiquement réparateur. Il propose beaucoup de programmes, dont le principal, c'est le Living Building Challenge, qui est une des certifications les plus ambitieuses aujourd'hui, mais aussi le Zero Carbon Certification. Au niveau du zéro carbone, il y a aujourd'hui 37 projets qui sont enregistrés et 4 projets qui sont certifiés. Dans les 4, il y en a un à Londres et 3 aux États-Unis. Et les projets enregistrés avancent sur leur voie de certification. En termes pour balayer globalement les différents objectifs, et ensuite je rentrerai dans le détail un par un qui sont fixés par ce référentiel, il y a une partie axée sur les matériaux qui demande une réduction des émissions de 10% entre le début et la fin du projet. Un seuil de 500 kg de CO2 par mètre carré de surface de plancher, donc c'est un seuil qui peut faire bondir en première approche, mais on va voir comment est calculé ce seuil-là. Et puis la compensation carbone des émissions restantes qui n'ont pas été réduites. Pour la partie énergie, pareil, une notion réduction des consommations et une partie compensation, alors pas au sens carbone directement du terme, mais en créant des nouvelles sources d'énergie renouvelable qui viennent alimenter le bâtiment. Pour la partie matériaux que je vais maintenant détailler, d'abord, je vais parler du périmètre qui est pris en compte, puisque ce n'est pas tout à fait le même que pour la certification E+C-MEN ou BBCA. Donc, le prérequis, c'est de réaliser une ACV, donc une analyse sur cycle de vie, une analyse carbone sur 50 ans du bâtiment. Et pour ça, on va faire la liste de tous les matériaux qui constituent le bâtiment, tous les matériaux principaux, mais on exclut une partie de ces matériaux et équipements. Donc, d'abord, tous les équipements électriques, mécaniques, techniques ne sont pas inclus dans ce calcul-là. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'on n'a pas assez de connaissances aujourd'hui pour pouvoir le modéliser de manière fine. Tout ce qui est VRD, donc voirie et réseaux divers, n'est pas non plus inclus dans le périmètre de certification. Et puis tout ce qui est mobilier et enfin matériaux temporaires qui sont mis en place en phase chantier ne sont pas inclus non plus dans le périmètre de certification. Donc tout ce qui apparaît sur le schéma qui est sur votre droite, ça fait bien partie du périmètre. Donc on a l'essentiel des matériaux, mais ce n'est pas aussi exhaustif que la certification E+C-, par exemple. Pour la suite du périmètre, donc, le calcul il se fait avec des FDES, donc des fiches de données environnementales et sanitaires, ou bien des EPD, des Environmental Product Declarations, puisque c'est un référentiel qui est international, il accepte les EPD. Dans la mesure du possible, on privilégie les données individuelles, données propres au produit. Et ensuite, donc, pour les connaisseurs de ces fiches-là, le calcul pour le zéro carbone se fait pour les phases A1 à A5. Concrètement, ça veut dire qu'on prend en compte la partie production et la partie mise en œuvre sur le chantier, donc cette empreinte carbone-là des matériaux, mais on nommait les phases liées à l'entretien, la maintenance, l'utilisation du matériau et à sa fin de vie, donc les phases B et C. Ces phases-là sont exclues de ce calcul-là. C'est aussi parce qu'en tant que référentiel international, il peut se baser sur des EPD qui n'évaluent pas ces éléments-là. Et donc, pour avoir une cohérence globale, c'est la règle qu'ils se sont fixée. En France, avec les FDES et les éléments E+C-MEN, c'est vrai qu'on va un peu plus loin puisqu'on impose de prendre vraiment en compte l'ensemble du cycle de vie. Avec la subtilité suivante, on multiplie quand même donc, la valeur carbone des phases A selon la durée de vie du produit. Donc, si le produit a une durée de 25 ans, on va considérer le double de l'empreinte carbone du produit-là, puisqu'il va être renouvelé au moins une fois. Mais cet élément, le fait de ne pas prendre les phases B et C, c'est significatif. Ça revient à prendre à peu près entre 70 et 90% de l'empreinte carbone des FDES en moyenne. Donc, on a quand même une économie qui se fait là-dessus par rapport au périmètre et au calcul. Donc maintenant, je détaille le périmètre au niveau des matériaux. Je vais vous montrer les différents objectifs qui s'explicitent de manière très simple. Après, on va voir en pratique comment on fait pour pouvoir les atteindre. Le premier objectif, c'est donc la réduction. On réalise une ACV, donc une analyse carbone du projet de référence. Donc en début de projet, voilà comme on aurait fait le projet de manière un peu basique. Et ensuite, à partir de ce scénario de référence, on réalise des variantes qui permettent d'atteindre, donc d'une part, 10% de réduction, mais uniquement sur les lots, gros œuvres et enveloppes. Ça, c'est important. L'ILFI considère alors c'est très bien d'avoir des réductions sur de la moquette bas carbone, des faux planchers issus du réemploi, etc. Mais il considère que l'essentiel du travail, et d'ailleurs c'est tout à fait en accord avec les graphiques qu'on a vus au début ici du BBCA,
l'essentiel du travail doit être fait sur le gros œuvre, il doit être fait sur l'enveloppe, et c'est pour ça que ces pourcentages de réduction-là sont uniquement axés sur ces matériaux-là. Donc, il faut travailler sur le béton, sur l'acier, il faut travailler sur les murs rideaux, donc tous ces gros postes. Dans l'objectif d'atteindre une empreinte carbone totale inférieure à 500 kg de CO2 par mètre carré sur le périmètre que j'ai mentionné avant. Au niveau des variantes qui peuvent être faites, il y en a de multiples types. Donc, on peut opter pour des produits qui sont bas carbone, qui sont réemployés, etc. On peut aussi proposer une réduction de la quantité de matériaux. Donc, ça peut être un poteau qui, initialement, devait être du même diamètre sur toute la hauteur. Et en fait, on réduit la quantité de béton au fur et à mesure qu'on monte selon les étages. Enfin, ça peut être beaucoup de modes de réduction. Ce n'est pas forcément valorisé par une FDES différente de la première. C'est valorisé par une argumentation auprès de l'INFI sur la manière dont on va réaliser cette réduction, et vous avez différents types de variantes possibles qui sont enregistrées. Le deuxième objectif, donc tout ce qui n'a pas été réduit d'un point de vue des matériaux doit être compensé par l'achat de crédits carbone. Ces crédits carbone qui doivent être homologués donc soit par le Gold Standard, soit par le VSC, soit par le Climate Action Reserve ou un autre équivalent. Et donc ces projets, le financement lié au crédit carbone doivent concerner des projets qui sont uniquement des projets de production d'énergie renouvelable, des projets de reforestation ou des projets de production d'énergie à partir de gaz de décharge. Donc, l'ILFI est ouverte à d'autres propositions, mais pour l'instant, le référentiel en tant que tel, c'est ça. Donc, par exemple, des projets, des crédits carbone qui sont vendus sur de la gestion de forêt. Donc, on rachète des parcelles de forêt en Amazonie existantes et on s'assure une gestion durable. Ce ne sont pas des crédits qui sont acceptés par l'ILFI parce qu'on considère qu'il n'y a pas de nouvelles capacités de séquestration en plus qui sont installées. À droite, je rappelle les 4 piliers d'une compensation carbone encadrée, éclairée et juste. Le premier, c'est l'additionnalité. Donc, le projet de compensation carbone ne peut pas avoir lieu soit sans l'apport financier lié au crédit carbone, soit par rapport environnementalement, par rapport à l'existence du projet. La deuxième chose, c'est l'unicité. Donc, ça, c'est l'intégrité de la compensation carbone. Chaque crédit carbone ne peut être vendu qu'une seule fois. Donc, on ne peut pas revendre un crédit carbone qu'on a acheté et compter en double sa valeur en séquestration de carbone, bien évidemment, avec quelques exceptions près qui sont liées au fait que certains États ont un mode de calcul où ils récupèrent l'ensemble des achats de crédit carbone sur son territoire pour en faire une vision un peu globale. Mais à ce moment-là, on ne considère pas que c'est du double comptage, puisqu'on sait que c'est déjà une addition de différents crédits carbone, mais il ne faut pas qu'il y ait de double comptage sur un projet donné, bien évidemment. Ensuite, c'est la notion de permanence. Donc, les économies de CO2 générées par un projet doivent être dans la durée et pas juste sur 1 an ou 2 ans, sinon ça a un peu d'intérêt. Et on revient un peu à ce principe de dire que la réduction, c'est immédiat, mais la compensation, ça prend du temps, c'est pour de longtemps et par définition, c'est incertain. Et enfin, la partie vérification par un auditeur indépendant, par un tierce partie. Ça, c'est ce que garantissent tout ce qui est Gold Standard, Voluntary Carbon Standard, etc. Et c'est pour ça que c'est ça qui est demandé par le Zero Carbon Certification. Ensuite, sur les aspects objectifs énergie. La première règle, c'est donc combustion sur site interdite. Ça, c'est un des choix, un des prédicats, un des principes qui est prôné par l'ILFI. Donc, il y a quelques exceptions qui existent. Donc, dans le cas d'une rénovation d'un bâtiment qui est rénové, si la chaudière existe déjà et qu'elle n'est pas rénovée, on peut la laisser. Si on a un groupe électrogène de secours, si on a un élément ornemental comme un feu de cheminée ou un besoin spécifique comme une cuisine de restaurant qui a besoin de gaz, par exemple, c'est possible. Mais sur le principe, il n'y a pas de combustion sur site et donc en particulier, on ne peut pas installer une chaudière à bois, par exemple. Et ça, c'est important parce que dans ses principes, dans sa méthode qu'elle a constituée, l'ILFI considère qu'il y a des émissions de carbone directement sur site. Alors, on pourrait débattre du fait que c'est également le cas de manière différente sur les panneaux solaires, mais en tout cas, ça, c'est leur parti pris. Donc, pas de combustion sur site et donc tout ce qui est chaudière à bois, etc., n'est pas autorisé. L'objectif suivant, c'est la réduction des consommations d'énergie du bâtiment. Pour ça, il faut qu'on réalise, donc je l'ai dit tout à l'heure, une simulation énergétique dynamique du projet, donc une modélisation fine du projet et ses consommations. Et ensuite, il faut démontrer que notre projet atteint 25% de réduction par rapport à un bâtiment équivalent selon la norme HRAE. Donc, en fait, on va commencer par modéliser notre bâtiment. Ensuite, on va lui appliquer des éléments de conception standards selon HRAE, donc un type d'isolation, des qualités thermiques intrinsèques du bâtiment, des éléments énergétiques. Et entre cette version standard et ce que nous, on a implémenté, il faut qu'il y ait une réduction de 25%. Pour les constructions neuves, et je ne l'ai pas écrit là, mais pour les rénovations, c'est 30%.
L'évaluation est intéressante. L'évaluation finale de cet objectif, il va être fait entre la simulation HRAE qui a été faite de notre bâtiment et non pas la simulation énergétique du projet, mais l'évaluation de ce qu'affichent les compteurs d'énergie au bout d'1 an d'utilisation. Donc, c'est vraiment une certification qui est basée sur le factuel. On relève les compteurs à la fin de l'année de mesure de tout ce qui a été consommé sur le site et on voit si c'est bien 25% inférieur à l'étude initiale théorique pour le coup, qui a été faite à partir de la SED. Voilà, juste pour revenir sur un point par rapport à la combustion, de même manière que pour les crédits carbone, donc l'ILFI se veut ouvert au dialogue sur un ensemble de sujets. Et donc, s'il y a des projets sur lesquels il paraît extrêmement pertinent d'un point de vue environnemental d'installer une unité de microméthanisation, par exemple, par rapport au contexte, il y a tout à fait la possibilité d'argumenter et de dialoguer pour essayer de trouver un compromis qui soit à la fois accepté d'un point de vue certification par l'ILFI et qui soit pertinent pour le projet et son empreinte. Et le dernier objectif lié à l'énergie, mais pas des moindres, c'est un objectif donc, de production d'énergie renouvelable. Le prédicat est le suivant: il faut que toute l'énergie consommée sur site doit être compensée, non pas en crédit carbone, mais par la production d'autant d'énergie qui sont issues de sources renouvelables additionnelles. Et le additionnel est très important. En fait, l'ILFI considère qu'aujourd'hui, si on a un bâtiment en plein Paris et qu'on souscrit à un contrat d'électricité verte, ça ne suffit pas, parce que potentiellement, avec ces électrons verts de ce contrat, c'est autant d'énergie qu'on prive à d'autres personnes sur d'autres projets. En fait, il part du principe que si on a une nouvelle construction, même une rénovation, on crée un besoin d'énergie lié à toute l'utilisation et l'usage du bâtiment, et que du coup, il faut construire autant d'unités de production énergétique que le demande le bâtiment, mais qui sont supplémentaires, qui n'existaient pas avant. Et c'est comme ça qu'on compense au sens de l'énergie et qu'on a une neutralité relative entre tout ce qui a été consommé et tout ce qui a été produit. Là, c'est le principe de l'additionnel. Et donc, ça peut se faire de deux manières, soit de la production d'énergie sur place, donc on construit par exemple des panneaux solaires ou de la géothermie sur site, donc ça c'est additionnel puisque ça n'existait pas avant, ou soit on a également le droit de faire appel à un contrat d'électricité verte par exemple, ou d'énergie verte de manière générale, mais auquel cas, il faut que le fournisseur, donc déjà bien évidemment, puisse garantir contractuellement que l'énergie qu'il produit est d'origine renouvelable. Et quand on dit renouvelable au sens de l'ILFI, je l'ai remis dans le carré qui est à droite de la slide. Ils ont une définition aussi assez dogmatique et particulière de l'énergie renouvelable, mais qui est leur vision et qui se défend bien. Ce qu'ils appellent énergie renouvelable, c'est uniquement le photovoltaïque, le solaire thermique, l'éolien, l'hydraulique par microturbine, la géothermie directe et l'hydrogène issu de sources d'énergie renouvelable. Donc, par exemple, si on souscrit un contrat d'électricité verte produite par des barrages en France, ça ne fonctionne pas, puisqu'on n'est pas dans l'hydraulique par microturbine, l'hydraulique par barrage, et ce n'est pas considéré comme une énergie zéro carbone par l'ILFI. Par rapport à pour revenir au contrat d'électricité verte, donc il y a une pérennité de 15 ans du contrat qui doit être assurée. Donc, pareil, l'idée, ce n'est pas de dire qu'au bout d'1 an, on arrête le contrat et puis le bâtiment continue sa vie. Donc, ils n'ont pas choisi 50 ans comme on fait le calcul ACV parce que ça paraissait difficile à mettre en place, mais 15 ans, ça semble être un bon compromis. Il faut qu'il y ait une forme contractuelle de pérennité de ce contrat-là pendant 15 ans. Et puis, donc, très important, l'énergie produite doit être additionnelle. Donc, concrètement, ça veut dire qu'il faut demander, si on choisit cette solution-là, il faut demander aux fournisseurs d'énergie renouvelable de construire une nouvelle centrale solaire, ferme éolienne, correspondant au dimensionnement de notre projet, pour avoir cette compensation entre la consommation qu'on a sur site et la production. Ça, on va vous présenter comment on le fait sur le projet d'entrepôt logistique juste après. Pour du coup, conclure un peu sur la présentation de ce référentiel, donc je vous ai présenté les 5 objectifs phares. Je vous ai déjà expliqué que c'était basé sur les résultats. Donc, l'audit final a lieu après 12 mois consécutifs d'exploitation, pendant lesquels le taux d'occupation du projet est d'au moins 85%. Et donc, c'est là-dessus qu'on va comparer le compteur de consommation d'énergie, le compteur de production d'énergie, et qu'on va pouvoir vérifier que tous les objectifs sont bien atteints. On a une possibilité en fin de chantier d'avoir un certificat qui s'appelle le Ready Certificate, qui montre que le bâtiment est dans la démarche zéro carbone et qu'il n'attend plus que la mesure pour pouvoir être définitivement certifié. Dans ces dernières slides de cette partie-là, je vais revenir un peu sur le E+T- BPC, ABPOS et essayer de
de montrer la complémentarité entre différents référentiels et vous montrer pourquoi est-ce qu'on vous présente le zéro carbone aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on pense qu'il est quand même particulièrement pertinent par rapport à la SNBC et aux objectifs qu'on s'est fixés. Donc là où le E+C en BBCA, BEPO sont des objectifs de réduction qui présagent des évolutions réglementaires nationales, on considère que le zéro carbone va un peu plus loin puisqu'il a non seulement des objectifs de réduction qu'on a vus, mais il a également un objectif de neutralité, donc avec une forme de compensation carbone, avec une forme de compensation énergétique qui est intéressante. Dans les premiers cas, la certification se fait à la livraison du bâtiment. Pour le zéro carbone, la certification se fait donc après une année de mesure, donc une vérification factuelle, ce qui est quand même très intéressant pour démontrer que le bâtiment, ce n'est pas juste dans les études, mais c'est dans la pratique qu'il est zéro carbone, avec des guillemets, bien sûr. Un autre aspect intéressant par rapport à ça, c'est que l'année de mesure donc, demande d'avoir 12 mois d'occupation avec 85% d'occupation. Donc déjà, le bâtiment n'est certifiable qu'au bout d'un an, mais surtout, si par exemple, il reste 2 ans sans être occupé ou en étant partiellement occupé, il n'est pas certifiable. Ce qu'on considère quand même une voie un peu vertueuse, c'est un des à côté de ce référentiel, mais qui est intéressant. Et puis, le côté aussi additionnalité des sources d'énergie renouvelables fait qu'on prend forcément avec nous, non pas juste le bâtiment, mais aussi toute la chaîne de valeur qu'il y a derrière sur l'aspect production d'énergie. Et par là, on pense que ce référentiel il est intéressant puisqu'il va quand même au-delà du périmètre du bâtiment vers les différents types d'énergie. Et enfin, ce qui est important dans les deux cas, l'anticipation dès la phase programme est primordiale, à la fois sur le choix des modes constructifs, des matériaux, etc. Et aussi au niveau du zéro carbone, sur l'anticipation des consommations d'énergie, de quel fournisseur, de quelle solution pour cette notion de compensation. C'est très important de s'y prendre très tôt pour pouvoir avoir un projet qui se passe bien. Et puis, donc, le zéro carbone a une valorisation internationale, puisque c'est un référentiel américain, mais à portée largement internationale. Et par là, il est intéressant. Juste Vitaly, je me permets, au regard du timing, il faudrait peut-être passer un peu plus rapidement sur les slides suivantes, sur la comparaison, et on aura peut-être l'occasion d'y revenir au cours des questions-réponses s'il y a des points spécifiques sur ça. Ça marche, merci. Au niveau du périmètre, donc je vous ai déjà un peu expliqué tout à l'heure, donc le périmètre n'est pas tout à fait le même au niveau du périmètre des matériaux qui sont pris et au niveau temporel sur le cycle de vie, ce qui explique, donc là c'est une slide avec beaucoup de chiffres, mais je vous accompagne un peu sur sa lecture. L'objectif de 500 kg de CO2 par mètre carré, qui est celui du zéro carbone, n'est pas vraiment comparable avec celui du E+C- ou du niveau C2 du BCA qui sont affichés ici, puisqu'il y a toute la partie lot forfaitaire qui n'est pas prise en compte, d'une part, et puis il y a cet aspect, donc les éléments B et C, les FDVS qui ne sont pas pris en compte. La conclusion, le message clé que nous, on voudrait vous faire passer, c'est que l'objectif du seuil du zéro carbone est un petit peu plus compliqué que le niveau C2, mais pas beaucoup plus. En revanche, ce qui est vraiment important, intéressant, c'est l'aspect 10% de réduction sur le gros œuvre et l'enveloppe. C'est cet aspect-là qui nous paraît vraiment challenging. Ça, c'est pour la partie objectif carbone sur les matériaux. Et pour la partie énergie, encore une fois, les deux versions sont très difficilement comparables puisque le système de BCA se base donc sur le calcul RT avec des facteurs de conversion au CO2, l'ajout de consommation d'énergie forfaitaire et une comparaison qui se fait par rapport au carbone en additionnant la partie des matériaux, alors que le zéro carbone différencie complètement l'aspect matériau de l'aspect énergie et fait un calcul uniquement sur la réduction d'énergie, sans facteur de conversion, énergie primaire finale et sans facteur de conversion CO2, et avec l'objectif 100% énergie renouvelable additionnelle. Donc, pour conclure là-dessus, la certification zéro carbone permet de se mettre sur la trajectoire de la neutralité carbone fixée par la SNBC, avec une vérification factuelle des performances, une démarche de compensation carbone éclairée et une dynamique tournée vers tous les acteurs de l'immobilier, avec un périmètre qui est très large, et c'est ce qui nous paraît intéressant. Aujourd'hui, pour une foncière ou pour un promoteur, certifier tous les bâtiments zéro carbone, ça permet de répondre à l'objectif de neutralité, qui est quand même l'objectif à terme au niveau mondial, j'entends. Alors, pas forcément par une certification, mais peut-être par une démarche. Non, le point clé, c'est que c'est un outil de conduite du changement, ce n'est pas juste un démonstrateur de projet pilote. C'est ça dont on a besoin aujourd'hui dans le monde de l'immobilier pour pouvoir atteindre les objectifs de la SNBC qu'on a montré au début. Ça me permet donc de faire la liaison avec notre étude de cas pour vous montrer un peu quelles solutions ont été mises en place pour atteindre tous ces objectifs. Pour présenter rapidement le projet, donc le projet Moissy 2 DC1, c'est un projet d'entrepôt logistique, donc piloté par Prologis sur sa qualité de maître d'ouvrage et de propriétaire.
Il est implémenté donc à Moissy-Cramayel, qui est en Seine-et-Marne dans le 77, à 30 ou 45 minutes des portes de Paris, sur une zone logistique déjà construite et qui était déjà artificialisée. Un entrepôt de 100 000 m2, composé donc de 12 cellules d'entrepôt et de 4 plots de bureaux. Vous voyez donc le plan masse qui s'affiche à l'écran avec l'ensemble des panneaux solaires qui ont été installés. Bâtiment qui est certifié, donc zéro carbone certification d'une part, mais aussi sur un BREEAM Outstanding, un WELL Silver et un Biodiversity Construction. Ce qui nous intéresse, donc, c'est les solutions qui ont été mises en place pour atteindre les exigences de notre certification. Pour diminuer la partie matériaux, donc je vais donner la parole à Franck Lamat de chez IDEC, qui va nous parler de la partie design du bâtiment, choix de matériaux, notamment avec le choix d'une charpente bois et d'un dallage en béton bas carbone. Et ensuite, je passerai donc la parole à Olivier Barge de Prologis, qui va nous expliquer pour la partie énergie ce qui a été mis en place, donc la géothermie, les panneaux solaires en toiture et le contrat d'énergie renouvelable, avant de finir sur l'aspect achat des crédits carbone par rapport aux matériaux. Franck, c'est à toi. OK. Bonjour à tous. Donc effectivement, pour la partie construction du bâtiment, deux objectifs. Un bilan carbone inférieur à 500 kg équivalent CO2 par mètre carré et une réduction de 10% du bilan. Concernant la barre des 500 kg, en fait, dès que nous avons réalisé les premières ACV en phase conception, nous sommes arrivés sur des bilans aux alentours de 300-350 kg équivalent CO2 par mètre carré. Donc, on était largement en dessous de cette barre-là. Effectivement, la typologie du bâtiment, les entrepôts ont une empreinte carbone beaucoup plus faible par rapport à un immeuble de bureau, par exemple. Donc, l'objectif des 500 kg équivalent CO2 n'était pas un enjeu en fait sur l'opération. Par contre, effectivement, on a dû travailler sur le deuxième objectif, le fait de réduire de 10% l'impact carbone du bâtiment. Donc, sur les adaptations apportées, la première adaptation, c'est la charpente. On était sur une charpente béton pour obtenir des hauteurs libres maximales dans le bâtiment et nous sommes passés sur une charpente bois, ce qui nous a permis de gagner directement 50% de l'objectif. On a gagné 5% de l'impact carbone global du projet. Et donc, on avait déjà fait la moitié du chemin avec cette modification de charpente béton en charpente bois. Ensuite, on a travaillé sur le dallage. C'est un bâtiment de 100 000 m2, donc il y a une dalle de 100 000 m2. Et on a travaillé sur le choix du ciment. Je vous présenterai dans un second temps les typologies ici. Voilà, donc effectivement, Vitaly m'a mis. Donc voilà, les typologies de ciment en fait, que l'on peut mettre en œuvre. Aujourd'hui, les ciments utilisés, ce sont les ciments qui sont tout à gauche, les ciments CEM1, CEM2, avec des poids carbone assez élevés. Il y a de nouveaux ciments qui arrivent, qui sont les CEM3 à CEM5, qui sont des ciments avec un taux de clinker plus faible, donc on réduit le poids carbone du bâtiment. Et puis tout à droite, on a, et je vous en parlerai par la suite, un ciment sans clinker, et donc on a fait une expérimentation avec ce type de béton. Donc nous, on est passé sur un ciment CEM2 plutôt performant, et ça nous a permis de faire un gain de 3% sur l'impact carbone global du bâtiment. En fait, on ne pouvait pas aller tester à l'intérieur du bâtiment des ciments plus performants dû à la typologie de dallage dans l'entrepôt. On a travaillé sur des matériaux, sur la composition des murs du bâtiment, sur des panneaux en béton. Donc, effectivement, on a gagné 0,3% en remplaçant les panneaux béton en panneaux béton cellulaires. Et puis ensuite, on a travaillé sur le choix des matériaux et notamment l'ILFI, dans le cadre de cette certification, a une thématique intéressante, c'est-à-dire que si vous n'avez pour certains produits que des FDES génériques, si vous arrivez avec un fournisseur à définir et à lui faire réaliser une FDES spécifique à son produit,
on arrive à valoriser effectivement le gain carbone par rapport à la FDS générique. Donc, on a travaillé avec plusieurs fournisseurs dès le démarrage de l'opération et qui ont réalisé effectivement des FDS individuels. Et ça nous a permis, on a travaillé sur effectivement des lots intéressants, hein, notamment tout ce qui est équipement de quai, porte de quai, lanterne haute, désenfumage et d'autres équipements. Et globalement, on a réussi à améliorer le score encore de 7%. Donc voilà, avec ces différents points que je viens de vous énoncer, on a un gain de 7% au global, alors que l'objectif était de 10%. Au cours de ces études et de ces démarches, on a lancé d'autres démarches. La première, c'est qu'on a fait une expérimentation avec une dalle que l'on considère, nous, une vraie dalle bas carbone, donc une dalle extérieure de 700 mètres carrés. Et on a été chercher effectivement le ciment qui est pour nous le ciment qui a un impact carbone le plus bas aujourd'hui sur le marché. C'est un ciment sans clinker, comme je vous l'ai expliqué. Et donc, on a réalisé cette dalle extérieure. Et en fait, on s'aperçoit qu'en utilisant ce type de ciment, alors aujourd'hui, on ne peut pas l'utiliser partout, hein, donc c'est pour ça que le bâtiment n'est pas réalisé entièrement avec cette typologie de ciment, mais c'était un premier test et on en s'aperçoit qu'avec ce ciment, on arrive à diviser par 4 l'impact carbone de la dalle béton. Les dernières démarches également réalisées, ce sont sur les démarches sur le pourcentage de produits recyclés dans les produits que l'on utilise. Nous n'avons pas réussi à valoriser dans le cadre de la certification ces démarches-là par manque de justificatif, mais on a quand même un certain nombre de démarches qui ont été lancées, de démarches qui sont toujours en cours avec des fabricants, notamment d'acier, notamment d'isolants. Et c'est peut-être des choses qu'on pourra valoriser par la suite dans les prochaines opérations, effectivement. Mais la problématique, c'est qu'il faut arriver à obtenir des justificatifs très précis pour pouvoir les prendre en compte dans la certification. Donc, voilà à peu près l'ensemble de la démarche. Rapidement, deux points avant de laisser la parole à Olivier. Concernant le planning, en fait, on n'a pas eu trop d'incidence sur le planning global du bâtiment. On avait anticipé un certain nombre de démarches. Les choses les plus à risque étaient effectivement la réalisation des FDES. Ça peut durer entre 6 à 8 mois pour la réalisation d'une FDES individuelle. Donc, on avait vraiment anticipé toutes ces démarches. Donc, il n'y a pas eu d'impact global sur le planning pour cette labellisation. Et puis, concernant le coût global, alors effectivement, il y a un coût de certification, il y a un coût d'accompagnement, puisque Harpers France nous accompagne. Il y a un coût interne de suivi, parce qu'on a une personne à plein temps aujourd'hui sur l'opération pour suivre les certifications. Et puis, il y a le coût des différentes adaptations que l'on a vues. Alors, ce coût, il est spécifique, je dirais, à la partie entrepôt logistique, mais on est aujourd'hui sur la partie bâtiment, je parle uniquement, et construction, on est inférieur à 2% du coût global de l'opération en termes de surcoût. Voilà, mais c'est vraiment, je pense que les coûts ne seront pas les mêmes si on parle de bâtiments tertiaires ou d'autres typologies de bâtiments. Voilà, donc je laisse la parole à Olivier. Bonjour à tous. Je vais essayer de vous présenter du mieux possible ce projet que nous sommes en train de réaliser sur le territoire de Grand Paris Sud à Sénart. Donc, un grand bâtiment, comme on l'a dit, de 100 000 m² avec un locataire qui c'est le groupe Casino, Monoprix exactement, qui sera installé à l'intérieur. Une livraison partielle cet été et l'ensemble sera achevé à la fin de l'année.
Donc, si vous voulez juste un tout petit peu de contexte par rapport à ça, on a lancé cette démarche-là il y a maintenant 1 an et demi, je dirais à peu près, avec une idée au départ chez Prologis d'essayer de s'évaluer et de se jauger un petit peu, de voir, on entend beaucoup parler de neutralité carbone, bas carbone, etc. Et c'est toujours un peu compliqué de comparer des choux et des tomates. Et donc, finalement, on s'est dit, lançons-nous dans cette démarche-là sur notre prochain projet et on verra bien quelles sont nos capacités et quelles sont les difficultés qu'il faut relever pour aller dans cette direction-là. Donc, on n'avait pas un objectif absolument précis, si ce n'est celui de s'évaluer et de tester notre capacité à réduire notre empreinte. Donc, dans ce cadre-là, outre l'équipe qu'on a mis en place, donc avec ARP, IDEC notamment, on s'est entouré de différents dispositifs, différents systèmes qui nous ont permis d'aller dans cette direction-là. Donc, le premier, alors, dans une démarche qu'on a repris en fait un peu de la biodiversité, hein, qui est celle d'éviter, réduire, compenser. Et donc j'insiste dans cet ordre-là, hein, puisque si on commence par compenser, ça n'a vraiment pas de sens. Donc il faut commencer par éviter de dépenser quand on peut pas éviter, faire en sorte de réduire au maximum. Et puis le petit bout qui reste, eh bien, il faut essayer de trouver des solutions pour le compenser. Dans les solutions qu'on a mis en place, on a mis en place ce qu'on appelle de la géothermie, même si le terme n'est pas tout à fait adapté au système, puisque ce n'est pas, on ne va pas chercher de l'eau chaude dans le sol comme le fait la géothermie. En fait, ça s'appelle BTES, Borehole Thermal Energy Storage. En fait, ça consiste à aller forer dans le sol des sondes. Donc, on a sur ce projet-là une centaine de sondes à 100 mètres de profondeur dans lequel circule de l'eau et en fait, tout ça connecté à des pompes à chaleur. Et donc, le système, qui est un peu vieux comme le monde, hein, finalement, consiste à aller en été capter de la chaleur que l'on stocke dans le sol et que l'on restitue l'hiver. Et en hiver, capter le froid que l'on stocke dans le sol et qu'on restitue l'été. Donc, schématiquement, c'est à peu près ça le fonctionnement. On est accompagné par une green tech, comme on pourrait dire, donc une société qui est spécialisée dans cette technologie-là, qui s'appelle Accenta, et qui a développé des algorithmes qui permettent, sur la base d'intelligence artificielle et de, comment dire, de e-learning, en fait, d'apprentissage en continu, qui permettent de être très réactif, voire même d'anticiper les fonctionnements du bâtiment pour optimiser ses consommations d'énergie. Donc, on voit là, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, hein, on a une centaine de sondes, de pompes à chaleur et 3 pompes à chaleur géothermie. Donc, c'est le système qui est installé pour ce projet. Et le gros avantage, c'est qu'on arrive par ce système-là à ne plus se connecter au gaz, qui n'est pas un choix financier, hein, parce que la connexion gaz financièrement est plutôt intéressante. C'est un choix de décarbonation, puisque le gaz, par contre, le gaz naturel, a une carbonation extrêmement forte. Et donc, en se connectant à de l'électricité, on est dans des niveaux de carbonation beaucoup plus faibles. Donc, on peut passer à la slide d'après. Donc, on a mis en place aussi ce qu'on appelle un corporate PPA, donc, qui consiste en fait à produire de l'énergie renouvelable de façon déportée, hein, pas sur site, mais à avoir tout un système qui garantit que cette production d'énergie correspond à notre consommation d'énergie et est affectée à 100% pour nous, même si elle n'est pas sur place. Donc, en l'occurrence, ça marche pour vous pouvez faire ça sur des panneaux solaires, de l'éolien ou toute production d'énergie renouvelable qui serait réalisée. Donc, nous, elle est réalisée dans l'Aude, côté de Montpellier, et
elle est vraiment dans l'esprit de l'additionnalité, puisqu'en fait, à l'heure actuelle, elle n'existe pas et elle va être donc construite spécifiquement pour notre besoin. Donc, on vient augmenter le parc photovoltaïque pour notre consommation. Slide d'après. Donc, on est aussi sur la partie compensation, puisqu'en fait, une fois qu'on a mis en place la réduction maximale du projet, on va le voir dans les slides d'après, on a un reliquat de carbonation, enfin de carbone, d'empreinte carbone qu'on n'a pas réussi à complètement supprimer. Et donc, pour ce faire, on a besoin de passer à un mode de compensation qui tourne autour de projets de reforestation. Et donc là, on cherche dans deux directions. La première, c'est des projets qui soient dans des pays où on a de l'activité. Donc, une grande partie de nos besoins, on les a identifiés sur le Mexique et avec des espaces forestiers en création, hein, pas en cristallisation, mais en création, et qui sont aussi liés aux communautés locales et qui permettent derrière aussi une exploitation du bois qui va être réalisé. Donc, c'est des projets qui sont certifiés Gold Standard ou Verra pour que ce soit tout à fait solide dans la proposition. Et puis, on a aussi, mais c'est plus difficile à trouver parce que les opportunités sont plus rares et dans des équations financières aussi qui sont assez différentes. Mais bon, on tient à essayer de mettre en place une partie de notre compensation aussi sur la France, le plus proche possible du projet pour essayer de donner un peu plus de sens à cette démarche. Donc, slide d'après. Donc, c'est ça, je dirais, qui résume bien en fait ce projet-là. On a modélisé l'empreinte carbone que ce projet aurait eu si on l'avait fait de façon normale, sans initiative sur la décarbonation. Et donc, on a pris en compte l'empreinte carbone du bâti, bien sûr, comme on l'a vu, et on a pris en compte sur 50 ans ses consommations d'énergie pour le faire fonctionner et aussi pour faire fonctionner le process qui est à l'intérieur. Donc, quand on fait cet exercice-là, vous le voyez sur le fromage de gauche, on a à peu près un peu plus de la moitié de l'empreinte qui est générée par la production, les consommations de chauffage, de gaz, à peu près un quart par l'électricité, puis un quart par l'empreinte carbone, par l'empreinte de la construction. Quand on a mis en place, on revient peut-être à la slide d'avant encore pour terminer, quand on a mis en place toutes ces initiatives qu'on a vues, donc le système de géothermie, renforcer l'inertie thermique du bâtiment en accroissant un tout petit peu l'épaisseur des isolants, en mettant en place des contrats d'énergie verte, etc. On est arrivé à éviter et réduire notre empreinte de 150 000 à 34 000 tonnes. Donc, il nous reste 34 000 tonnes. Ce n'est pas rien, mais ce morceau-là qu'on n'arrive pas à réduire, c'est ce morceau-là qu'on va compenser, même s'il représente à peine plus de 20%. Donc, et dans le nouveau schéma, on se retrouve en fait finalement l'empreinte carbone du bâtiment représente l'essentiel de ce qui reste, et puis le petit bout complémentaire, c'est la part de l'électricité. Et donc, quand on regarde nos différentes initiatives qu'on a mises en place sur ce bâtiment, on se rend compte que augmenter l'inertie thermique du bâtiment par une épaisseur de 4 cm en fait, d'isolant en plus, ça ne coûte pas très, très cher, mais la performance de décarbonation, elle est près de 40%. Le système de géothermie qu'on a mis en place contribue à peu près à 36% de cette réduction. Et puis, la partie de contrat corporate PPA représente à peu près 24% de cette réduction. On se rend compte aussi, mais bon, vous ne serez pas surpris, que la partie, on fait un petit peu de panneaux solaires et que la partie panneaux solaires a une participation à la réduction qui est moindre puisque le mix énergétique français a une empreinte carbone assez basse du fait de l'énergie nucléaire. Donc voilà un petit peu la démarche, comment on l'a fait, les résultats. Et je ne sais pas ce que j'ai après comme slide.
c'est la conclusion. Je vais peut-être dire un mot, puis vous repasser la main. Hein. Donc, je, de mon avis de maître d'ouvrage, on va dire, de bailleur, si vous voulez vous lancer dans cette démarche-là, faites-vous bien accompagner déjà, parce que c'est pas si compliqué que ça, mais quand on ne sait pas la première fois, il faut quand même, on apprend beaucoup. Et puis, prenez-le dès le départ, quoi. Si vous avez lancé votre projet, vous vous dites, ah bah tiens, finalement, ce projet qui est en cours, on va lui donner un objectif de décarbonation, ça va être compliqué. Alors que si vous le faites dès le départ, c'est pas si compliqué que ça, quoi. Donc, voilà, si je pouvais donner deux points importants en tant que maître d'ouvrage, c'est faire avoir pas mal d'anticipation par rapport à ces démarches. Moriba ou Vitaly, si Très vous bien. voulez reprendre la main. Merci beaucoup, Olivier, pour cet éclairage. Merci, Franck, également pour la présentation de ton point de vue de constructeur et en ayant donné des éléments de coût qui étaient une des questions posées. Et également, merci à Vitaly pour sa présentation de la certification et du contexte. Alors effectivement, bon, comme vous avez pu vous en rendre compte, la démarche en lien avec la certification zéro carbone est assez complète et bien en phase avec l'enjeu de contribution à la neutralité carbone. Il y a quelques points sur lesquels on souhaitait voilà, attirer votre attention pour conclure, des points qu'on aimerait que vous reteniez au-delà des aspects techniques et chiffrés sur lesquels on aura plaisir à échanger avec vous à l'issue de ce webinaire. Le premier point que Olivier a d'ailleurs rappelé, c'est la nécessité d'anticiper cette démarche, donc de l'initier dès les premières réflexions de votre projet sur l'ensemble des aspects, parce que comme on l'a vu, bon, à titre d'exemple, le sujet lié à l'énergie, donc réduire les consommations d'énergie, donc ça se travaille, ça s'anticipe au niveau des usages. Les questions liées au contrat d'énergie verte et en particulier le critère d'additionnalité qui nécessite que les installations soient réellement prévues pour le projet et soient effectives au moment de la certification, ça nécessite une certaine forme d'anticipation. Quand c'est fait au stade du programme, au moment où l'opération sort de terre, voilà, on se donne plus de chances que l'installation soit effective que si c'est une démarche qu'on engage au stade d'un APD ou d'un pro DCE, par exemple. Donc, cette notion d'anticipation, aussi bien pour des raisons d'efficacité de projet, mais aussi de faisabilité de certification, est quelque chose d'assez primordial. Sur cette opération, ce qui a aussi beaucoup aidé, ce qui a fait que c'était fluide et que ça a bien fonctionné, c'est que Prologis, en tant que maître d'ouvrage, a eu un rôle réellement moteur dans la démarche, a eu une véritable implication et IDEC également, du point de vue constructeur, ne s'est pas contenté d'attendre des directives venant de Prologis et de nous en tant que conseil. IDEC a mis en œuvre, Franck l'a rappelé tout à l'heure, a mis en œuvre des moyens, donc aussi bien au niveau des ressources que financiers, pour que la démarche puisse être fluide. Donc, ça, c'est un point vraiment important, s'entourer d'acteurs qui soient moteurs dans la démarche et qui soient réellement impliqués dans la démarche. Donc, ce qui rejoint le troisième point sur lequel on souhaitait attirer votre attention aussi, c'est le dialogue permanent qui est nécessaire avec les fournisseurs, parce qu'un des points, un des objectifs de la certification zéro carbone, c'est aussi d'accompagner la transformation des filières, d'amener les fournisseurs vers la quantification réelle du poids carbone de leurs matériaux et ainsi de faire évoluer leur process et améliorer leurs matériaux. Donc, ce point de dialogue est quelque chose qui est important. Et dernier point, c'est l'importance de se faire accompagner par au moins des personnes qui sont dans ces écosystèmes-là, qui connaissent la démarche. Parce que comme vous l'avez vu, il y a des sujets qui nécessitent d'engager un dialogue avec l'ILFI. Et voilà, donc c'est quelque chose qui peut également faciliter la mise en œuvre de la démarche sur vos opérations. Cette question de la transition carbone n'étant plus une option, mais une réelle nécessité, comme l'a démontré Vitaly au début de cette présentation. Donc, on vous invite vraiment à réfléchir à la manière dont vous pourriez engager cette démarche sur vos projets. Et pour conclure notre cycle de webinaire sur cette question, voilà, nous vous donnerons rendez-vous au mois de septembre avec cette fois-ci
une approche destinée aux organisations. On a vu à l'échelle du bâti ce qui pouvait être mis en œuvre. Cette fois-ci, on dézoomera à l'échelle d'une organisation. Comment et avec quels outils définir une stratégie qui contribue à la neutralité carbone et comment la mettre en œuvre. Voilà. Donc, je remercie à nouveau les panélistes et je remercie également les participants qui sont restés jusqu'à 12h10. On a légèrement débordé et on a noté quelques questions-réponses. On ne va pas pouvoir toutes les prendre. Alors, on a noté quelques questions qu'on va prendre et puis se donner 5 minutes pour y apporter des réponses. Donc, la première question, elle est plutôt fléchée sur toi, Franck. Alors, on a une question qui est liée à la base d'évaluation de l'impact carbone et de la réduction. Alors, si je la lis telle qu'elle est formulée, dire que le projet comportait une charpente béton n'est-il pas une manière d'obtenir artificiellement un gain lors du passage en bois? La personne qui pose cette question partant du principe que voilà, la charpente béton en logistique, ce n'est pas très courant et qu'on est plutôt sur du bois ou de la charpente métallique. Je peux répondre si tu veux, Franck. Oui, vas-y, Olivier. Ouais. En fait, la réalité de l'immobilier logistique, c'est que le bois se développe effectivement de plus en plus, mais ce n'est pas une généralité. Il y a encore beaucoup de charpentes qui se font en béton. Le métal est quasi inexistant parce qu'au titre des ICPE, il est quasiment proscrit, quoi, puisqu'il n'a pas la stabilité requise. Donc, en fait, on n'a pas le choix autre que de faire soit du béton, ce qu'on fait depuis des années, ou depuis quelques années, on voit arriver effectivement le bois via le lamellé collé. Puis après, je pense que ce n'est pas tellement l'idée de rentrer dans un débat de pourcentage de réduction par rapport à une référence théorique, etc. Je pense que l'idée, c'est d'aller vers la neutralité, quoi. Donc après, de faire en sorte de prendre en compte le maximum de dispositions que vous pouvez pour vous rapprocher de zéro. Après, se dire on a fait -10 par rapport à une référence ou -15 par rapport à une autre, bon, pourquoi pas, mais ce qui est plus intéressant, c'est de se dire, bah oui, on était là et puis on est descendu, on s'est rapproché de zéro et c'est ça qui est intéressant, quoi, à la fin du compte. Charpente bois, charpente béton, le débat, c'est plutôt de se dire à la fin quelle est l'empreinte de ce bâtiment une fois qu'il fonctionne sur 50 ans, quoi, et comment on fait pour faire en sorte que ce résultat soit le plus bas possible. Pour apporter peut-être un éclairage un peu plus scolaire sur la partie certification et justification, l'aspect scénario de référence demande à pouvoir justifier que c'est un peu la baseline, le business as usual, on l'appelle comme on veut, de ce qui se fait aujourd'hui et qu'à partir de ces versions-là, on optimise. Et c'est vrai que si de plus en plus d'entrepôts se font en bois, c'est une excellente chose. On part du principe que le scénario quand même de base, le plus général, c'est sur une structure en béton et que du coup, on améliore par rapport à ça. C'est ça que demande le référentiel. Très bien, merci. On va prendre le temps pour 2 autres questions peut-être. Alors, alors je pense du coup qui t'est destinée, Franck, qui est sur le retour d'expérience sur la mise en œuvre du béton bas carbone, sur l'utilisation du béton bas carbone. Alors, je pense que c'est plutôt voilà, sur les aspects contraintes planning, mise en œuvre et éventuellement contraintes de coût, s'il y en a eu. Oui, tout à fait. Donc, sur le dallage utilisé dans le bâtiment, c'était une évolution d'un béton qu'on utilise couramment et donc il n'y a pas eu d'impact. On a réussi à gagner le poids carbone, mais il n'y a pas eu d'adaptation, une modification ou d'impact. Donc, le retour, il est très bon. Après, sur la dalle extérieure, là, on est vraiment dans de la R&D, dans de l'expérimentation. On a encore un suivi de cette dalle dans le temps. Hein. Elle a été coulée il y a moins d'un mois. Donc, effectivement, les temps de coulage sont plus longs. Le traitement de la dalle, du surfaçage est plus long. Et donc, on est encore en suivi global de cette dalle. En tout cas, la dalle a une performance correcte.
Donc, on pourra stocker des matériaux dessus. Ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, voilà, on fait un suivi régulier qui va durer jusqu'à la fin de l'opération, hein, qui se termine en fin d'année, pour avoir le retour complet sur cet impact. Mais voilà, c'est un ciment qui commence à se développer de plus en plus, et on voulait vraiment le tester. Pour l'instant, c'est un retour plutôt positif sur cette dalle-là. Juste en termes de coût, par contre, il y a un impact financier, hein, assez important par rapport à ces bétons qui sont nouveaux, et on paye un petit peu la R&D du développement de ces nouveaux produits. Donc aujourd'hui, effectivement, on double le coût de la dalle sur ce test. Mais voilà, c'est un test, c'est de la R&D, c'est de l'expérimentation. On souhaitait le faire, et les coûts vont certainement diminuer au fur et à mesure que ces typologies de produits vont pouvoir être mis en œuvre sur les opérations. Très bien, merci beaucoup Franck. Alors du coup, une dernière question qui a peut-être, parce qu'il y a beaucoup de questions sur les prix, sur le coût, etc. Donc peut-être une dernière question qui est plutôt destinée à Olivier, je pense, qui est, alors si je la lis telle qu'elle est formulée, qui est sur le TRI voilà, des investissements qui ont été consentis pour tendre vers cette neutralité carbone. Voilà. Donc, sur tous les aspects, construction et volet énergie, compensation. Alors, je ne vais pas éluder la question, mais là, en même temps, il est difficile de donner une réponse très précise sur le sujet, puisque en fait, au cas par cas et en fonction des solutions retenues, ces éléments peuvent varier de façon importante. Ce qu'il faut, pour moi, retenir, c'est différents sujets. Je pense qu'il y a la partie construction, augmenter des épaisseurs d'isolant, c'est des choses qui sont qui sont assez raisonnables en termes de surcoût, et donc sur lequel on peut avoir une volonté d'avancer de façon assez dynamique. Le sujet, c'est que derrière, vous faites des économies d'énergie. Alors, vous ou votre locataire. Donc, quelque part, cet investissement-là, il y a un TRI, puisqu'on a derrière une économie d'énergie en kilowatts. Alors en CO2 aussi, même si le CO2, pour l'instant, on ne le paye pas, quoi, mais un jour, on le payera, donc le TRI va encore se raccourcir. Donc il y a ce genre de sujet-là à considérer. Puis il y a le sujet des dispositions genre la géothermie, mais c'est exactement la même chose, quoi, finalement, ou le solaire. Vous investissez sur une centrale solaire, vous le faites sur 20 ans, mais vous avez un retour sur investissement, puisque votre consommation d'énergie est plus faible, ou vous vendez cette électricité, elle est consommée, on va dire, par le bâtiment. Donc, à la fin, ça augmente pas. Ce que je veux dire, c'est que ça augmente pas forcément le coût de construction, puisque finalement, ces investissements-là, vous les amortissez par rapport aux consommations qui sont réalisées, quoi. Donc, quand vous êtes sur un bâtiment qui fonctionne en un poste et qui est en gel, c'est probablement plus difficile d'amortir ce genre d'investissement que si vous êtes sur un bâtiment qui fonctionne en 3-8 et puis qui est chauffé à 19 degrés, quoi. Donc, tous ces calculs-là sont à faire au cas par cas pour faire en sorte de choisir les solutions les plus pertinentes. Voilà ce qu'on pourrait dire, mais il y a pas, je pense qu'il ne faut pas avoir une approche de se dire oh là là, mon coût construction va exploser. Il faut tenir compte des économies qui sont faites en face en termes de consommation d'énergie, quoi. On va très bien. Ben, merci beaucoup, Olivier, pour cet éclairage. À nouveau, merci à vous trois pour cette présentation qui était très claire, et merci pour les participants qui sont restés jusqu'à 12h20 parce qu'on a légèrement débordé, il me semble, voilà, sur l'horaire initialement prévu. Maintenant, on va pouvoir se déconnecter. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente après-midi.